Jamais 304 pour les marchés boursiers mondiaux. On se pose la question, est-ce que les grands indices boursiers, hors CAC 40 évidemment, peuvent enchaîner une 4e année de hausse consécutive? Réponse avec vous, Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Oui, bonne année. Et pareillement, meilleurs vœux à toi et à tous nos auditeurs. Président d'Albatros Capital. D'ailleurs, le CAC 40, au passage, qui était l'un des rares indices boursiers mondiaux à avoir baissé en 2024, c'était de 2 et quelques pourcents. Tiens, justement, si on commençait par l'indice parisien, il a de solides atouts pour 2026, après 10% de hausse en 2025, où on va encore se faire distancer par tous les indices boursiers, notamment européens, on oublie, mais l'Europe, c'était l'Eurostoxx, c'est je crois plus 18, et puis entre 20 et 50% de hausse pour les bourses allemandes, italiennes et espagnoles. Oui, il a des atouts, forcément. Il y a des atouts, enfin, je dis forcément. Si on espère une stabilité politique pour l'année 2026, c'est peut-être un vœu un peu excessif, mais on peut l'espérer. Effectivement, il y a un effet de rattrapage. Il a connu au cours de l'année 2025 une asymétrie en termes de perspectives bénéficiaires, là où les autres marchés européens avaient plutôt des progressions. Lui avait une quasi-stagnation bénéficiaire, donc il avait la quasi-stagnation bénéficiaire, plus l'incertitude politique depuis la dissolution. Ce qui n'a pas empêché une hausse de 10%, mais c'est vrai que c'est maigre quand on se compare aux autres. Voilà. Et donc, au fond, quels sont les deux facteurs qui prévalent dans une progression ou une baisse des marchés? C'est les ratios de valorisation et les bénéfices. Du point de vue des bénéfices, la France, le CAC 40 était en retrait nettement par rapport à ses pairs européens. L'Espagne, on était à des progressions de plus de 2 chiffres. L'Italie, même chose. L'Allemagne, c'était flat, mais il y avait une plus forte progression des ratios de valorisation. Donc on peut escompter que sur l'année 2026, on ait une progression des bénéfices. D'ailleurs, c'est ce qu'anticipe le consensus. Donc on a une progression des bénéfices, et notamment sur le secteur, plutôt sur les secteurs cycliques. Donc, secteur cyclique, plus un éventuel début de rattrapage sur les valeurs qui est celle du luxe, qui ont incarné la performance du marché français sur la décennie passée. Au fond, le marché français était un surperformeur par rapport à ses pairs européens. LVMH et Kering qui ont pris sur 6 mois entre 40 et 50%. Et voilà, donc il y a un début de rattrapage qui a commencé. Il y a une première séquence de l'année 2025 très difficile, et un début de rattrapage. Kering, c'est manifeste, LVMH aussi. Donc si on reste dans ce continuum-là, ça c'est évidemment un facteur de soutien. L'aspect pénalisant, c'est évidemment le pétrole, parce que si on a un pétrole, l'un des faits marquants de l'année 2025, c'est d'avoir eu un baril de pétrole à $60. Quand une des principales capitalisations du CAC 40, c'est Total Énergie, évidemment, vous souffrez. Donc, on a souffert de Total Énergie, plus un secteur du luxe qui souffrait. Bon, et la défense, ça peut continuer à être un secteur en vue? Ou est-ce que les ratios de valorisation sont devenus un peu trop... Les ratios de valorisation, mais ça restera un secteur, puisqu'il y a un effort manifestement structurel qui est mis en œuvre au niveau européen. Donc, on le voit même en termes d'activité économique. On le voit même sur ça va te faire sourire, sur la publication des Purchasing Manufacturing Index qui ont été publié vendredi, où on voit une amélioration au niveau européen, au niveau donc industriel, et essentiellement due à la France. Non, oui, pas à la France, mais au secteur de la défense. Ouais. Donc on a des prises de commandes du reste du monde sur la défense, et ça joue pas uniquement pour les valeurs françaises, mais ça joue notamment pour... donc le facteur de soutien, donc tu les as. Hein. Le luxe qui peut continuer son amélioration, avec une Chine une consommation chinoise qui reste bon an mal an, mais qui reste là, un rattrapage sur les valeurs industrielles, le soutien de la défense. Reste la question des valeurs financières, parce que les facteurs financiers ont été vraiment le meilleur performance. On peut dire ça de l'Europe. Oui, on pourrait dire ça en Europe, mais on peut le dire de la France aussi. Hein. On a toujours, ce qu'on constate sur l'année 2025, c'est un phénomène de pontification, c'est-à-dire on a des baisses de taux courts, ça a été le grand mouvement de baisse de cours des banques centrales, mais au même moment, on avait une repontification, c'est-à-dire des taux longs qui n'accompagnaient pas. C'est bon, évidemment, pour les banques. Et oui, tu as une position les taux courts. Position de transformation, et donc je pense que le phénomène va s'atténuer, donc va être moins puissant, puisque les perspectives bénéficiaires du secteur bancaire étaient exceptionnelles. On a eu des progressions sur le seul secteur bancaire français de plus de 20%, là où on consolidait le CAC 40 était quasiment flat. Donc tu vois, tu as ces phénomènes-là. Mais au-delà du CAC 40, est-ce que 2026, on se dit quoi pour les grands marchés boursiers? Est-ce on sera en dents de scie? Parce qu'on se dit qu'on va toujours avoir les mêmes questions. Est-ce que l'IA va être rentable? Est-ce
Est-ce que la Fed va baisser ou passer tôt, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose. Hein. Oui, c'est toujours la même question. Sur les banques centrales, le mouvement est quasiment achevé. Il reste l'interrogation de la Banque centrale américaine. Qui sera nommé? Voilà, qui sera nommé si on assiste à une baisse des taux puissante téléguidée par le bureau ovale, par la Maison Blanche, ou si la Banque centrale... Ça ne se passe pas comme ça non plus, parce que même si le président ne décide pas, c'est un comité qui décide. Oui, hein. je suis absolument d'accord avec toi, mais avec Trump, il a quand même déclaré, je crois que c'était fin de l'année dernière, bon, c'est une déclaration qui vaut ce qu'elle vaut, qu'il était prêt à porter plainte contre Jérôme Powell pour incompétence. Donc je pense effectivement, Donald Trump a découvert qu'il y avait deux institutions qui lui résistaient, qui commençaient à lui résister. La Fed et la Cour suprême. Exactement. La Cour suprême qui va aussi, d'ailleurs, le mois de janvier est intéressant, le mois de janvier pour les marchés, parce que ce sera la Cour suprême sur les droits de douane. Et aussi, finalement, de savoir qui sera nommé à la tête de la Fed. Oui, alors, sur les droits de douane, c'est fort intéressant, parce que probablement que la Cour suprême va émettre un avis... non, on ne sait pas ce qu'elle va émettre comme avis. Non, mais elle a fait quelques annonces au cours du mois de décembre. C'est des observations, et les observations sont plutôt négatives. Oui, ça c'est vrai. Ça. Donc ça laisse penser quand même qu'il y a un début de majorité au sein des 9... pour déclarer les droits de douane comme étant illégaux. Bah, oui, c'est ça. En tout cas, pas totalement légaux. Donc ça pourrait permettre, d'une certaine façon, à Donald Trump de sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis. Ouais, ou de revenir avec un autre véhicule législatif pour faire voter ses droits de douane. Qui sait, mais ça aussi, c'est le fait majeur de l'année 2025. C'est d'avoir vu des droits de douane aux États-Unis faire marche arrière, c'est-à-dire en moyenne être à 12,5, c'est-à-dire le niveau... juste on est à 17% aujourd'hui. On est à 16-17, alors qu'on était en droit de douane moyen sur les produits importés aux États-Unis, on était à 3% avant l'arrivée de Trump. Toi, tu dis 17, moi j'étais à 12,5. Bon, 17, disons 17. Bon, 17, donc c'est antérieur à la Seconde Guerre mondiale, donc on fait retour arrière depuis quasiment d'un siècle, de 90 ans, et d'avoir vu les marchés mondiaux continuer leur progression. On t'aurait dit ça au début de l'année 2025, on n'y aurait pas cru. Donc il faut rester mesuré dans nos projections. Donc à mon avis, ça permettrait à Donald Trump d'amoindrir cet impact, parce que ce qui est en train de se passer sur l'économie américaine, c'est peut-être ça qui est le plus important. 4% de croissance au troisième trimestre. Oui, mais pareil au second. Oui, mais c'est un arbre qui masque une forêt. C'est-à-dire, au fond, c'est un arbre on critique, mais nous, on n'a pas 4% de croissance en rythme annualisé. Bien sûr, mais le problème d'un taux de croissance, c'est pas le taux de croissance en lui-même, c'est le fait qu'il est partagé par la population américaine. Il ne l'est pas. La principale préoccupation de la population américaine, c'est les conditions économiques. Tout simplement parce qu'il y a des destructions d'emplois, et quand tu prends l'indice de l'Université du Michigan, on est au plus bas Comment on peut avoir 4% de croissance sur 2 trimestres consécutifs en rythme annualisé et avoir des destructions d'emplois? Parce que ça, c'est peut-être le fait saillant de l'intelligence artificielle, de sa diffusion, c'est qu'elle génère des destructions d'emplois massives, enfin en tout cas spectaculaires. Une productivité, donc des destructions d'emplois. Oui, mais dans des filières, dans des verticales de services de l'économie américaine, où jusqu'alors, il y avait notamment ce qui touche à des prestations, on va dire des prestations intellectuelles, moi ce que j'appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs qui sont de contrôle, de data et autres, qui ont un niveau de qualification relativement élevé, mais pour autant qui peuvent être automatisables, substituables. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer et qui est en train de peser sur la confiance des Américains dans leur économie, et puis l'inflation qui demeure, l'inflation des services demeure, c'est ça le paradoxe. Hein. Même si les chiffres de l'inflation ont été un peu manipulés ces derniers temps, l'inflation des services demeure. Donc c'est une situation qui est compliquée de ce point de vue-là. Est-ce qu'on finit là-dessus, on se dit que Wall Street, de nouveau, va dicter la tendance cette année au reste de la planète boursière? Et question connexe, est-ce qu'il y a vraiment ou pas un Trump put si ça baisse trop? Parce que déception sur l'IA, etc., est-ce que Trump... Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a un Trump. L'administration américaine soutiendra les investissements dans l'intelligence artificielle. Donc supposons qu'OpenAI soit introduite sur le marché et que ça se passe mal, ce qui est un peu mon sentiment, mon feeling, je pense que de toute façon... Se passer mal, c'est une chose, se passer pas très très bien, c'en est une autre. Oui, alors moi je suis peut-être un peu pessimiste, parce qu'on n'a pas le temps de faire un exposé là-dessus, mais je pense que ça ne se passera pas très bien. D'ailleurs, ça rejoint les propos que tenait Alain Minc sur la partie financement privé. Tous les data centers qui sont financés aux États-Unis le sont par des financements privés, et le financement privé est en train de connaître de grandes difficultés. On a vu notamment, je crois que c'est JP Morgan sortir du financement des data centers. Cette annonce Pourquoi ?
Parce qu'ils considèrent que ce n'est plus rentable, parce que c'est dangereux. Jusqu'à présent, je fais vraiment un aparté, entre guillemets. Le sujet, les obligations privées qui finançaient les data centers avaient quasiment un niveau d'éligibilité en termes de liquidité qui était quasiment équivalente à la dette souveraine, tout simplement parce que les banques considéraient que ces obligations privées étaient couvertes par des cash flows sécures à 100%. Ouais. Le fait qu'on parle depuis quasiment 6 mois d'une bulle IA et avec une relative incertitude sur les cash flows ne sont plus sécures. C'est-à-dire, voilà, c'est la perception. Et le simple fait qu'il y a un début d'aléa de perception des banques commerciales américaines sur cette dette privée fait qu'elles sont devenues moins éligibles en contrepartie de liquidité. Et à ce moment-là, immédiatement, tu vois les grands groupes, ce qu'on appelle les hyperscalers, c'est-à-dire Meta, Amazon, tout ça, avoir de grandes difficultés à réunir des tours de financement privé pour financer des data centers. Donc il est en train de se passer quelque chose sur la dette privée touchant les data centers. Et donc moi je pense que c'est le début de quelque chose. Peut-être que je ne suis pas immergé aux États-Unis. Et donc c'est non. Et donc c'est pas très bon pour ça. Par contre, du point de vue des perspectives bénéficiaires, oui, force est de constater que pour l'instant on est toujours à double digit aux États-Unis sur le S&P. Donc ça veut dire qu'une 4e année de hausse consécutive des marchés boursiers hors CAC 40, c'est possible en 2026 ? Parce que c'est la question qu'on se pose depuis le début. C'est possible. Voilà. Toujours les deux paramètres, les ratios de valorisation, les bénéfices. Les ratios de valorisation, ils sont sur les déciles quasiment les plus élevés. Aux États-Unis, ils sont sur les déciles maximum. Donc là, il y a un risque évident. Je suis infoutu de le matérialiser dans les prochains mois ou fin d'année, mais il est évident qu'on ne peut pas escompter, si on est un investisseur institutionnel, que sur les 10 prochaines années, si un investisseur long terme, c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs, qu'on ait des PE qui restent, des ratios de valorisation qui restent sur ce niveau-là. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une décroissance des ratios de valorisation. Il peut y avoir 2 types de décroissance. Une décroissance parce que les earnings continuent à progresser, les revenus et les bénéfices continuent à progresser, donc ça entraîne une décrue. Il peut aussi, les ratios de valorisation peuvent baisser simplement parce que la prime de risque revient sur le marché américain. Là aussi, c'est une contradiction. Les ratios de valorisation du marché américain sont au plus haut, et pourtant le dollar a connu sa plus forte baisse depuis 25 ans. On t'aurait dit ça au début de l'année 2025, une baisse du dollar de 25%. Est-ce que tu aurais dit que les ratios de 25%. Pardon, une baisse de 10%, je confonds 25, une baisse de 10% du dollar au début de l'année 2025 et une hausse des ratios de valorisation sur le S&P et le Nasdaq, tu aurais dit, délire pas. Ben si, ça a été le cas. Donc là, on voit une progression de l'or de plus de 60%, c'est la deuxième plus forte progression sur un demi-siècle. Là aussi, ça pose question. Donc, on a des espèces de warning, enfin d'alerte qui se mettent en place. Un niveau de l'or élevé, on le voit au niveau de l'argent. On voit que le Bitcoin a quand même eu une fluctuation a plutôt tendance à décroître, en tout cas, sa hausse s'est arrêtée. On voit que les taux longs ont tendance à ne pas accompagner les taux courts, donc il y a une progression des taux réels. Ça, normalement, c'est pas très bon pour les marchés actions. Pour autant, on a toujours des... Donc, l'année dans le vert, on est dans le rouge pour les bourses. Je pense que c'est une année, on va dire, je vais faire une réponse de Normand, et pourtant j'ai des origines bretonnes, plutôt dans le vert, mais c'est un léger vert, entre guillemets. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à une progression double digit, comme l'ont connu les marchés européens. Et je pense qu'il y a, je vais faire une réponse un peu ça va faire hurler nos auditeurs, mais la volatilité va être de retour. Parce que je pense qu'il y a un sujet sur l'intelligence artificielle. Là, on va voir si ça délivre ou pas. Des entreprises dont le métier est le soft et qui bascule sur le hard, sur l'investissement en dur, ce qu'a dit Alain Minc, c'était plein de bon sens. On ne peut pas valoriser des infrastructures, quand bien même c'est des infrastructures IA, à plus de 20, alors que c'est des utilities avec des niveaux d'amortissement qui sont élevés. Donc c'est ça, ces contradictions-là qui peuvent être levées. Donc une progression, oui, mais avec sans doute une forte volatilité. Le marché français, lui, il a un retard à rattraper avec un index, une sensibilité cyclique qui est un peu plus importante que ces pairs européens. Et donc, ça veut dire que malgré tout, au-delà de la cote, il faut regarder les titres, les secteurs qui ont plutôt souffert sur les 3-4 dernières années et regarder... Voilà, c'est un peu sport, mais l'automobile, les secteurs cycliques, parce qu'on a peut-être un début de rattrapage. Là aussi, on a un soutien
à la fois monétaire qui a eu lieu, un soutien fiscal qui reste là, de stimulation budgétaire, on le voit en Allemagne, un peu moins en France, mais on le voit. Donc ce contexte-là, et une croissance économique qui, sans être exceptionnelle, s'améliore progressivement. Donc ça, ce sont des facteurs de soutien, mais ne plus attendre des progressions aussi basiques que ça l'a été sur l'année 2024. On a mangé notre pain Oui, blanc. j'ai l'impression. Voilà, Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David. Salut.